Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau quart d'heure, double quart d'heure éco, on va dire plus précisément, pour être tout à fait honnête. Ouais. Toujours en compagnie de notre pédagogue préféré, Gilles Raveau, maître de conf en économie à Paris 8 Saint-Denis. Et nous sommes toujours dans les locaux de la Maison de l'Île-de-France, à la Cité universitaire internationale de Paris. Donc merci à eux pour leur accueil. Cette semaine, comment échapper à l'intelligence artificielle auquel le chef de l'État a décidé de consacrer un sommet. Emmanuel Macron qui nous parle d'une révolution technologique et scientifique pour l'humanité. Alors, loin des envolées lyriques, loin des peurs que certains aussi agitent, on va essayer de garder la tête froide. Est-ce que c'est possible sur le sujet? Moi, j'ai beaucoup de mal, mais toi, normalement, tu y arrives, Benjamin. Enfin, tu es là pour ça. Voilà, on va essayer juste simplement de rentrer sous le capot de cette machine à fantasmes et de l'aborder d'un point de vue strictement économique. Avec Gilles, si je vous dis Vancorex, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, derrière ce nom se cache une entreprise plus que centenaire. Iséroise. Exactement, au sud de Grenoble. Pourquoi on vous en parle? Parce qu'elle est assez emblématique des enjeux industriels de la France et de la... Très gros enjeux même, vraiment. Ouais, de la désindustrialisation. 450 emplois là-bas sont menacés et on va se poser la question, est-ce que l'État doit venir à la rescousse de cette entreprise? À quelles conditions? Et pourquoi surtout derrière peut-être des effets dominos sur la filière industrielle? Et puis bien sûr, cette semaine... Nouvelle catégorie. Nouveau petit Comment tu l'as appelé cette catégorie? Le courrier du cœur. Voilà, moi j'appelle ça on vous prend au mot, en clair. On va reprendre certains de vos commentaires et Gilles va vous répondre. Il y en a deux notamment qui nous ont particulièrement intéressés. Bien énervés les deux, ils vont prendre des gros taquets. Exactement, vous en aurez pour votre grade. Voilà. Et puis bien sûr quand même deux petites infos pour finir, pour assaisonner notre double quart d'heure. Alors, on commence tout de suite avec l'intelligence artificielle et donc ce sommet qui lui a été consacré dans la capitale. On va essayer de se poser 4 questions principales. Non, mais d'abord, première question qui m'intéresse, moi, c'est en quoi cette révolution technologique scientifique, on peut le dire que c'en est une, en quoi singularise-t-elle, en quoi se différencie-t-elle des 3 autres précédentes, on peut dire. Là, c'est la 4e révolution industrielle. Alors, il n'y a pas de consensus total, ni au sein des historiens, ni au sein des économistes, sur la chronologie des révolutions industrielles. Donc, pour ma part, il y a la révolution industrielle, celle qui se déploie au début du 19e siècle. C'est en gros, ce qu'on a tous appris à l'école, le charbon, le chemin de fer et la machine à vapeur, le début de la machine, la mécanisation, la création en fait de l'industrie. Puis ensuite, on peut dire qu'il y a une deuxième au début du XXe siècle avec l'électricité. Et l'extraction du pétrole. L'éclairage, voilà, le pétrole, c'est ça, qui serait la 3e, la civilisation de l'automobile. Et donc on en aurait même presque une 4e avec l'informatique, à partir du milieu du XXe siècle. Et donc là, on pourrait dire que ça soit le prolongement de celle-là, ou c'est une nouvelle, donc qui serait la 5e révolution technologique. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution industrielle? Déjà, première idée, c'est des gains de productivité. L'idée, c'est que quand il y a des machines, qu'est-ce qui se passe? On met moins de temps, de choses, et on utilise moins d'êtres humains pour faire les mêmes choses qu'avant. Et en plus, on fait évidemment des choses nouvelles. La contrepartie de ça, c'est ce qu'explique très bien quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici, c'est l'énorme consommation d'énergie. Donc une révolution industrielle, c'est des gains de productivité, économie de temps, économie de travail humain, très important. Et donc, en fait, ces révolutions industrielles ont absolument tout changé dans le quotidien de l'humanité, parce que c'est grâce à elles qu'évidemment on est plus riche, qu'on a du temps libre, qu'on a des loisirs. Ensuite, la question se posera, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre, comme le demandait Keynes. Mais ça, c'est un autre sujet. La question double. Cette révolution de l'IA répond aux critères que tu as posés. Ok, très bien. Maintenant, en quoi se différencie-t-elle des autres révolutions dont tu viens de parler? Eh bien, par plusieurs aspects. Le premier, c'est que c'est la première, à mon sens, ou je ne sais pas, peut-être comme l'invention du feu qui nous fait passer, je crois, c'est quoi, du paléolithique au néolithique. Je ne peux pas le contredire. Je sais pas, je n'ai pas révisé non plus avant de venir, pas sur ce point en tout cas. Là où elle est différente des 3 précédentes, c'est qu'elle touche tous les aspects de la vie, pas seulement au travail, mais aussi en dehors du travail. Et que, par exemple, si tu prends ce qu'on a dit, le charbon, la voiture, ça n'affecte pas, par exemple, ça n'affectait pas au quotidien le travail du médecin. Pendant des décennies, tu allais dans le cabinet du médecin, rien ne changeait. Récemment, il avait un ordinateur, et donc ça a permis de supprimer sa secrétaire, prenait ses rendez-vous. Puis après, il y a eu Doctolib, mais ça ne change pas la pratique du médecin. Et l'IA maintenant, déjà, un des secteurs où l'IA fait le plus de différence, c'est dans la santé, c'est-à-dire que le métier même de médecin est modifié par cette technologie, et c'est la première fois qu'on a une technologie, notamment, qui va affecter les métiers de service. Métier qualifié, alors que précédemment... Alors, métier très qualifié, c'est ça. Métier aussi très
idiosyncrasique, au sens où, là par exemple, je vais voir le docteur d'art parce que j'ai un petit peu mal au dos. La situation n'est pas du tout industrielle. On est vraiment dans l'être humain, le qualitatif, où chaque situation est très différente. Et ce qui est très étonnant, c'est que en quoi l'IA, par exemple, c'est différent d'une recherche sur Google, c'est que l'IA mobilise beaucoup plus de données et surtout, elle apprend. Et donc c'est ça, moi, que j'ai refusé de croire quand on a parlé de l'IA au début, mais qui est vrai, c'est que le fait que toi, Benjamin Dard, tu vas faire différentes requêtes sur des patients différents ou sur le même, en fait, la qualité des réponses va très vite s'améliorer. Et je donne juste un exemple. Il existe déjà dans des maisons de santé des IA qui simplement, à partir des sons que fait un patient, par exemple un patient qui chute, un patient qui exprime une douleur, l'IA est déjà capable de poser un premier diagnostic. Et donc ça permet à l'infirmier qui est à l'autre bout du couloir de déjà mieux savoir ce qui se passe dans cette chambre que précédemment. Et donc d'intervenir avec plus d'acuité. C'est ça. Donc justement, ça permet d'aborder le deuxième sujet. La deuxième question, c'est peut-on parler davantage avec cette révolution technologique et lesquels? Tu viens d'en citer un finalement. Il y a 1000 exemples. Ce qui est de sûr, c'est que l'IA permet déjà effectivement de très fortes économies d'énergie, paradoxalement, dans ses usages. Et notamment la réduction de gaspillage. Par exemple, il y a des restaurants qui l'utilisent déjà. Et pourtant des gens qui connaissent bien leur métier, qui savent à peu près quel jour, quand il y aura plus de monde ou pas. Des grosses difficultés dans un restaurant, travailler avec des produits frais, c'est des déchets. Et en fait, les IA, suivant qu'on est le jour de la semaine, qu'on est lundi, mardi, suivant la météo, suivant que par exemple il y a des événements dans la ville où tu es ou pas, etc., l'intelligence artificielle permet déjà de beaucoup mieux prédire la fréquentation. Et donc il y a déjà des restaurants qui utilisent des applications d'intelligence artificielle et qui ont constaté une très forte réduction de leurs déchets. Et donc là, c'est évidemment un gain économique, puisqu'il y a moins de pertes, et c'est un gain écologique, puisqu'il y a moins de gaspillage. Et d'une façon générale, on sait qu'aujourd'hui, on est dans le monde du carton, de la logistique, du transport. L'IA permet déjà des énormes gains d'efficacité en envoyant, évidemment, de rationalisation. D'accord. Voilà. Alors, la question va être de savoir si ça compense les pertes écologiques. C'est une question, tu vois, économique qui, moi, m'intéresse. Au-delà de ça, abordons aussi le sujet, ça m'intéresse. Troisième aspect, est-ce que c'est créateur d'emplois, est-ce que c'est destructeur d'emplois? Là aussi, il y a beaucoup de fantasmes. Il y a des rapports qui... Là, je suis tombé sur un rapport de Davos qui nous parle... alors, je vais te dire les chiffres, mais le Forum économique mondial qui dit que ça va remplacer quelques 85 millions d'emplois d'ici quelques années, tandis que 97 millions de nouveaux emplois seraient créés sur la même période. En fait, quel crédit accorder aux rapports qui se succèdent sur le sujet en fait? Alors deux choses. La première, c'est que par le passé, on s'est toujours trompé. On a toujours... c'est pas possible. Oui, mais c'est intéressant après de comprendre pourquoi on s'est trompé. On a toujours surestimé les destructions d'emplois liées aux machines. Parce que les machines créent de nouveaux emplois. C'est-à-dire que par exemple, quand tu as des robots, il y a de la maintenance. Et puis quand tu as des robots, tu fais des tâches nouvelles, ça libère des êtres humains qui vont faire autre chose. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les machines détruisent énormément d'emplois. Et que la raison pour laquelle dans tous les pays riches, on n'a pas 50% de taux de chômage, c'est parce que le temps de travail a été énormément réduit depuis le 19e siècle. Donc les gens qui disent les machines vont détruire des emplois, ils ont raison, les machines détruisent du temps de travail. Et après, il y a la grande question politique et sociale, cette baisse du temps de travail, à qui est-ce qu'elle bénéficie? Est-ce que c'est aux salariés qui, par exemple, sont payés autant qu'avant et ont plus de temps libre? Ça n'arrive pas très souvent. C'est plutôt des profits en plus pour les camarades capitalistes. La deuxième chose que je veux dire, c'est que il y a toujours cette énorme erreur dans l'économie, dans tous les domaines, de s'intéresser aux impacts quantitatifs, alors que les impacts qualitatifs sont toujours beaucoup plus importants. Et je vais citer M. Xavier Niel. On lui a demandé, effectivement, est-ce que je risque de perdre mon emploi à cause de l'IA? Il a fait cette réponse parfaite, il a dit non. Mais s'il y a une personne qui sait utiliser l'IA, qui candidate sur votre poste, elle va vous prendre. Donc la réponse de Xavier Niel, c'est non, vous n'allez pas perdre votre emploi. Mais oui, vous allez perdre votre emploi à cause de quelqu'un d'autre. Et là où c'est un tout petit peu terrifiant, et ça a déjà lieu dans un certain nombre d'activités, c'est que la grande différence au niveau social, en termes de rémunération, en termes de type d'emploi, en termes de position dans la société, comme on l'a déjà vécu avec les nouvelles technologies, avec Internet, on se rappelle de la fracture numérique qui existe toujours, qui est impossible à résoudre. Là, on va avoir un gouffre entre ceux qui savent utiliser l'intelligence artificielle et qui vont l'utiliser pour faire travailler à leur profit d'autres êtres humains, comme les algorithmes, par exemple, qu'Amazon utilise dans ses entrepôts, qui conduisent quand même à une petite déshumanisation
des amis ouvriers des entreprises. Donc énorme, je pense, énorme danger social, psychologique. Oui, et énorme interrogation, puisque si j'ai bien compris, il est impossible d'être péremptoire sur le sujet. Sur le nombre d'emplois, non, mais je pense que c'est vraiment pas la question intéressante. La question, c'est la question intéressante. C'est la question du travail, la question de la production. Là aussi, il faudrait sortir de tous les fantasmes de la dématérialisation. Ouais. C'est que l'IA, c'est une industrie lourde. L'IA, c'est une industrie lourde. C'est-à-dire ? Elle consomme énormément de matière. D'abord parce que, en fait, là, quand on fait une requête sur une IA, en fait, on va chercher des minerais qui sont au fin fond des mines, qui sont en Asie ou en Afrique ou en Amérique latine. Une mine, l'extraction de minerais, c'est l'activité qui demande le plus d'énergie au monde. C'est des quantités folles d'énergie. Ensuite, l'entraînement des algorithmes. Pourquoi ça demande une extraction minière, l'IA ? Regarde, parce que l'IA, c'est des microprocesseurs. Ouais. Dans les microprocesseurs, il y a des minerais qui ont été transformés, raffinés, etc. J'ai vu que les microprocesseurs demandent une quantité d'eau énorme pour être construits. Ensuite, donc c'est à la phase de la construction, demande énormément d'énergie et d'eau. Ensuite, les logiciels de l'intelligence artificielle sont entraînés sur des milliards de données. Et donc là, ils moulinent des quantités invraisemblables de données. On est sur des millions de fois plus que par exemple quand on est allé dans l'espace avec la navette spatiale. Et donc ça demande énormément d'énergie. Et ensuite, à chaque requête que tu fais par exemple pour préparer cette émission, pour savoir quelles questions intelligentes me poser, et bien à chaque requête, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc on a du mal à savoir parce qu'évidemment, si on prend en compte l'ensemble de la filière, mais il y a une étude très récente de janvier 2025, très récente, qui estime que chaque des scientifiques dont j'ai pas retenu le nom, mais on mettra le lien évidemment en dessous de toute façon, on les connaît pas, mais c'est des gens sérieux. Parce que moi j'ai travaillé sans intelligence artificielle avec ma petite intelligence naturelle très limitée. Et donc ils arrivent à ce chiffre fou, donc sous réserve, mais quand même, l'ordre de grandeur, chaque requête, sur chaque question que tu poses à une intelligence artificielle, ça serait 50 centilitres d'eau. C'est-à-dire que 2 questions, c'est 1 litre d'eau. Donc si c'est vrai, en prenant en compte encore une fois l'ensemble de la filière. Donc c'est complètement délirant, plus l'électricité. Donc c'est une catastrophe écologique absolument totale, cette intelligence artificielle. Et donc s'ils interrogent l'économiste, sur la base de tout ce qu'on vient de se dire, et là encore une fois, loin des fantasmes, et loin des peurs, et loin des... le solde, il est plutôt négatif. Il est très négatif. Tout le monde le dit, il n'y a aucun doute. Tout le monde le dit, non. Si. Tout le monde n'est pas forcément... sur la question énergétique, si. Sur la question énergétique, oui, mais ensuite sur... Je vais juste vous citer monsieur Dard, un Français qui travaille à Boston et qui est un des... Sylvain Ogano, il s'appelle un truc comme ça, qui est vraiment un des top chercheurs de l'IA dans le monde. Il a cette phrase géniale, il nous dit « Faire une requête sur l'intelligence artificielle pour avoir une recette de cuisine, c'est comme utiliser un Airbus pour emmener ses enfants à l'école le matin. » Qui est-ce qui dit ça ? Un monsieur dont on mettra le nom aussi en dessous, qui dirige, alors je peux te dire, il dirige un truc qui s'appelle BCGX, qui est le département d'intelligence artificielle du Boston Consulting Group, qui est un des tout départements privés les plus en pointe de recherche dans le monde. Et donc ce monsieur déclare ça, je pense qu'on peut lui faire confiance, il sait de quoi il parle. Un Airbus pour emmener ses enfants à l'école le matin. Effectivement, ça laisse réfléchir. À l'aune de ce que tu viens de dire, il y a de quoi s'inquiéter du coup. Oui. Oui, mais alors du coup, ça pondère aussi toutes les révolutions industrielles qui nous ont précédés. Parce qu'à l'aune de ce que tu nous dis, aucune d'entre elles n'aurait dû voir le jour. Parce qu'à chaque fois, nous mettons un pied dans notre tombe de plus. Ça, c'est la grande question philosophique. Là-dessus, je me permets de renvoyer à la bande dessinée de Jean Covici et Christophe Blain qui s'appelle Un monde sans fin. En général, on a envie de se suicider à la fin du premier chapitre. Il y a des exemples très très simples des quantités d'énergie que demandent nos actes les plus quotidiens. C'est absolument vertigineux. Et si on ramène ça, pardon, parce que là aussi cette question m'obsède, j'ai le sentiment que nous, en tant qu'individus rationnels, l'IA est une solution à l'échelle collective, c'est une catastrophe. C'est ça. Comment l'économiste résout cette contradiction qui peut paraître apparente, voire qui est totalement artificielle, sans mauvais jeu de mots? Non, qui est complètement qui est là. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Keynes, John Maynard Keynes, bien connu dans ma jeunesse. Et en fait, donc c'est le centre de la révolution keynésienne. Donc contrairement à ce que racontent la plupart de mes collègues, ça n'est pas la révolution keynésienne, ça n'est pas la politique budgétaire, ça n'est pas moi je croyais aussi, la politique monétaire, la relance keynésienne, la fameuse relance keynésienne. Mais il faut lire Keynes, non pas les keynésiens. Et quand on lit Keynes, ce qu'il montre, ce qu'il a compris lui, donc il écrit en 1936, il est en Angleterre. On est quelques années après le krach boursier de Wall Street de 1929. Il y a une énorme récession aux États-Unis, aussi en Europe, mais moins. Qu'est-ce que nous dit Keynes? Il nous dit
face à la récession, face à la baisse de demande. Vous êtes monsieur Dard, vous tenez un coffee shop au Texas, vous voyez qu'il n'y a plus de demande, qu'est-ce que vous faites? Vous licenciez vos salariés et vous baissez les salaires de ceux qui restent. Choix rationnel individuel. Meilleur choix optimal. Keynes nous dit, monsieur Dard, vous avez raison, c'est la meilleure réaction. Mais, évidemment, toutes les entreprises américaines font ça, donc les salaires baissent partout, le chômage explose, il n'y a pas en plus de sécurité sociale développée à ce moment-là à l'époque, et donc les revenus des familles s'effondrent, et donc les gens ne peuvent encore moins venir s'acheter votre pourtant excellent café, je peux en témoigner, et donc vous allez continuer à licencier, à baisser les salaires. Et donc c'est la spirale sans fin de la récession. La leçon économique de Keynes, qui est aussi philosophique, c'est de dire la recherche par chacun de son meilleur intérêt, des décisions rationnelles, les meilleures décisions que chaque individu, en l'occurrence chaque chef d'entreprise, va prendre, la meilleure décision par chacun conduit à la catastrophe collective. Donc c'est aussi une disqualification de Adam Smith et de sa main visible qui viendrait réguler et harmoniser tout ça. Alors justement, le message fou, mais qui a emporté tous les esprits de la philosophie libérale au XVIIIe siècle, c'est de dire on n'a plus besoin de contraintes morales, c'est le moment où l'humanité occidentale sort de la religion, je n'ai plus besoin d'être une bonne personne. Donc tous les enseignements philosophiques, religieux, depuis Aristote, j'en ai pas besoin, merci beaucoup, parce qu'en recherchant mon intérêt individuel, je vais contribuer à l'intérêt général. Écoute, je ne pensais pas qu'on arriverait à... Moi j'étais parti sur la machine à fantasmes, mais cette leçon de philosophie économique est passionnante. Du coup, non mais en fait, de fait, ça nous éclaire. C'est-à-dire que cette révolution de lien, en fait, une sorte de leçon d'économie à livre ouvert, en fait, avec toutes ces questions d'interrogation presque philosophiques qui ne se résolvent pas à travers une sorte de soit le lyrisme, soit les peurs qu'on agite. On passe au sujet suivant, qui est une forme de coup de gueule. Tu as voulu qu'on parle de Vancorex. Je rappelle, une usine chimique, une entreprise chimique qui a plus de 100 ans, parce qu'elle a été créée en 1916, qui est au sud de Grenoble, en Isère, qui fabrique donc des sels. Il y a 3 usages principaux apparemment. Bon, là c'est vraiment de la chimie de pointe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une mine de sel en sud de Grenoble. Voilà, à Hauteville, je crois, dans la Drôme. Donc ce sel ensuite est utilisé par cette usine à différents usages, donc des usages extrêmement qualifiés. Donc on l'a dit, les comburants d'Ariane. Alors c'est quoi? Je ne sais pas. Eh ben, un comburant, c'est comme un carburant, mais c'est un petit peu différent. Voilà, c'est ça. En tout cas, l'entreprise, pardon, je voulais passer par ce détail parce que c'est intéressant de savoir ce qu'ils fabriquent quand même. Tout à fait, c'est essentiel. Voilà. Et donc, ce deuxième usage, c'est utilisé au refroidissement des centrales nucléaires et les missiles de la défense nationale. Donc, on est au cœur de la stratégie industrielle, chimique, des emplois extrêmement qualifiés, des investissements très lourds. 450 emplois. Et il y a tout un écosystème. Donc là, on est à Pont-de-Claix, effectivement, où il y a ce qu'on appelle une plateforme chimique. Et il y a par exemple une autre usine chimique qui s'appelle Arkema, qui utilise aussi les sels qui sont donc transformés par Vancorex. Et donc là, on est sur vraiment de la pointe, de l'innovation, des emplois extrêmement qualifiés, de la recherche. C'est la base de l'industrie, de la souveraineté. Ils sont en redressement judiciaire depuis septembre 2024. Et là, ils sont menacés de fermeture. Et là, donc, par rapport au portrait que tu dessines, au tableau que tu fais, et ben, malgré ça, visiblement, l'État ne souhaite pas venir à la rescousse de cette entreprise. Et donc, on se dit, mais pourquoi? Ou alors, est-ce qu'une nationalisation, je crois que Sylvie Binet, la patronne de la CGT, l'envisageait, le souhaitait, aller dans ce sens-là, est allée plaider la cause de l'entreprise auprès des ministres, et ça ne marche pas. Et donc, tu dis... là, c'est quand même incompréhensible, c'est ça? En fait, ce qui est drôle, et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet pour aujourd'hui, c'est que la question chimique, comme l'intelligence artificielle, c'est de l'industrie. En fait, c'est les mêmes sujets. C'est les mêmes sujets de souveraineté, de production, d'innovation et d'emploi très qualifiés. Et donc, effectivement, c'est tout à fait incompréhensible de voir pourquoi le président de la République, qui très souvent fait des très beaux discours très justes sur la question économique, comme il a fait pendant le Covid, que sur l'IA, il voit bien qu'il y a un enjeu de souveraineté majeur, et que là, donc de quoi parlons-on? On parle d'une nationalisation temporaire pour essayer de chercher des solutions. 300 millions d'euros, donc c'est rien du tout pour l'État, et en fait c'est juste complètement stupide de ne pas procéder à cette nationalisation temporaire. Les délégués syndicaux expliquent que justement, puisque l'entreprise est sur le grill depuis septembre dernier, il y a déjà évidemment des salariés qualifiés qui sont partis, et c'est des pertes évidemment quand même largement irréversibles. Il y a vraiment un effet domino, là on est au cœur d'un des fleurons
vraiment d'un territoire industriel qui, effectivement, énorme. Il y a une filière ça. avec le risque, effectivement, que celle-ci entraîne les voilà. autres. Mais là, du coup, oui, mais pardon, mais avec le tableau que tu fais, on se dit, comment expliquer, encore une fois, cette non-intervention de l'État? Est-ce que l'État a vocation à sauver, les canards boiteux? Et si s'agit-il d'un canard boiteux? Je ne sais pas, mais... Eh ben, là où justement c'est intéressant, et ça fait le lien avec l'émission de la semaine dernière, c'est pourquoi est-ce que l'entreprise est en difficulté? Ça, c'est toujours difficile à savoir, il faudrait vraiment avoir accès au compte, à la stratégie, mais il y a, au début des difficultés, un petit concurrent chinois qui vend des produits similaires 30% moins cher, et qui d'ailleurs est le seul repreneur possible de l'entreprise. Et sur les 400 salariés, l'ami chinois, il propose d'en garder 20 ou 30. 54. Voilà, 50. 50, oui. Alors, excuse officielle à Benjamin Dard. La semaine dernière, je t'ai repris 2 fois sur des chiffres. Je te remercie. J'aimerais bien que l'ensemble... Donc je regarde la caméra. Benjamin. Avait raison. Je te parle. Tu avais raison 2 fois sur les 2 chiffres la semaine dernière, ça ne se reproduira plus. Donc, le camarade chinois qui propose de reprendre 50 emplois, c'est la blague totale. Et là, on est au cœur des questions de mondialisation, de souveraineté. Et en fait, moi, pardon, mais j'aime pas du tout les trucs sur l'État à vocation A. L'État, il fait ce qu'il veut. Il fait quand même beaucoup de bêtises sur Emmanuel Macron depuis 2017, même si je sais que tu as fait partie de son équipe de campagne en 2017 et 2022. Tu as envoyé des fonds. C'est ça, voilà. Considère. Ton t-shirt est jeune avec Macron, là, c'est splendide. Voilà, non, après, blague à part, là on rigole parce que toi et moi, notre avenir n'en dépend pas, et c'est gravissime, c'est complètement débile. Pour ce territoire-là. Je rappelle juste pour les camarades qui croient être libéraux, que par exemple, lors de la crise de 2008, le Royaume-Uni a nationalisé temporairement Royal Bank of Scotland, une des plus grandes banques du monde, que en permanence, les gens qui sont intelligents, qui dirigent des pays, sauvent au moins de façon temporaire ces entreprises. Juste, il faut passer c'est juste absurde. Je vais passer à la question. Non, mais pardon, mais dans le cas dont tu parles, la nationalisation temporaire, est-ce que c'est pas juste une sorte de sursis, mais parce qu'en fait, de fait, s'il l'abandonne, là, il ne découvre pas que Vancorex est concurrencé par un Chinois qui propose des produits similaires à 30% moins cher. On peut aussi dire que le Chinois, on arrête de concurrencer Vancorex. Là, c'est que de la commande publique, etc. Donc là, je veux dire, encore une fois, parce que... Enfin, la commande publique sont nos impôts. Donc je veux bien qu'on rigole et tout ça, mais tous les États riches du monde sont basés sur la commande publique, à commencer par les États-Unis. Non, parce que j'ai bien les fantasmes sur l'entrepreneur américain, le Far West, etc. Il y a un fameux président qui, lors de son discours d'adieu à la Maison-Blanche, a parlé du complexe militaro-industriel. L'industrie et l'armée sont au cœur de toutes les innovations américaines. Bien sûr. Ça, c'est l'État, non? Bien sûr. Voilà. Non, mais tu as raison. Tu fais bien, merci pour ce petit rappel à l'ordre. Ça tombe bien parce qu'on va parler du courrier du cœur. Enfin, on appelle cette rubrique courrier du cœur parce que message de tendresse. Et ça, grand sentimental. Mais tu es célibataire. Ouais. Grand. Moi, j'appelle ça. On vous prend au mot. En clair. C'est pour ça que tu as été interpellé par un certain nombre de nos abonnés. Je m'en réjouis. Ça veut dire que vous écoutez cette émission avec beaucoup d'attention. Et je pense notamment à un certain Luc Candral, qui te prend au mot et te fait un petit tacle au passage. Si je comprends bien la pensée de Gilles Ravaud, quand on ne peut pas sortir de la mondialisation ni de l'Union européenne, il ne reste plus qu'à démanteler notre système de protection sociale actuel. Et ce petit tacle que j'adore, Dominique Seux ne dit pas autre chose. Dominique Seux, c'est un journaliste économique de renom qui travaille aux Échos et à France Inter, mais qui est plutôt classé, on va dire, libéral. Donc, que réponds-tu à ce petit tacle que je trouve très pertinent, d'ailleurs? Écoutez, moi, je pense que j'ai de la haine pour Dominique Seux. Aussi, qui se permet quand même d'être financé par le service public tous les matins pour raconter d'énormes bêtises qu'il copie sur ses collègues journalistes des Échos. Donc, je pense qu'en termes de cohérence intellectuelle et d'intégrité, il pourra repasser. Mais effectivement, le tacle est parfait. Plaquage à la gorge, je pense qu'on pourrait dire. Donc effectivement, on se rejoint avec Dominique Seux sur il y a cette impossibilité, cette incompatibilité entre notre modèle social et l'Union européenne ou la mondialisation qui sont la même chose. Et là où je vais faire mon petit frimeur, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelle Dany Rodrik qui, en 2011, dans un excellent livre, a appelé ça même son trilemme d'incompatibilité que vous trouvez très facilement sur Internet. Ça, on aura un lien. On va mettre un lien, c'est expliqué en français sur plusieurs sites. Donc ce trilemme, donc c'est un trilemme d'incompatibilité, c'est quand tu peux faire 2 trucs parmi 3. Tu peux faire 2 choses, mais pas les 3 choses. Et donc, je ne développe pas, mais les 3 choses qu'on ne peut pas faire ensemble, c'est la mondialisation, donc libérale, l'État-nation et
ce que lui appelle carrément même la démocratie, et donc moi ce que j'appellerais l'État social. C'est la démocratie, où il le donne un sens fort à la démocratie, c'est pas juste le droit de vote, la liberté de la presse, mais c'est un État qui répond aux besoins des gens, notamment en termes de services publics et de protection sociale. Il nous dit voilà, il faut choisir entre les trois, et donc justement l'Union européenne c'était de dire, je te rappelle qu'on était vieux, on a connu ça, on est trop petit au niveau national pour défendre notre modèle social, et donc si j'en reprends le truc de Rodrigue, je supprime la contrainte de l'État national, je garde la mondialisation et je fais un État fédéral qui sera social. Ça, totalement raté. Et le truc marche avec tout. Et donc, effectivement, ça marche très bien pour les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font les États-Unis? Est-ce que c'est un État-nation? Oui. Est-ce que c'est une démocratie? Bon, on va dire que oui. Est-ce qu'ils sont plongés dans la mondialisation? Non, parce qu'ils font les droits de douane. La Chine, eux, c'est encore plus facile, évidemment. Est-ce que c'est un État-nation? Oui. Est-ce que c'est une démocratie? Non, évidemment. Est-ce qu'ils sont dans la mondialisation? Non, on l'a expliqué la semaine dernière, parce qu'il faut les droits de douane. Et donc, la réponse au camarade Luc, c'est ça, c'est de dire, effectivement, dans l'état actuel, effectivement, la France est condamnée, le modèle social français est condamné, on le voit tous les jours, et la seule solution, eh bien, je laisse conclure avec Daniel Rodrigue, c'est le protectionnisme. Donc merci pour cette réponse de Pauline Vandral. Et il y a, alors, dans le courrier du cœur, il y a Christophe Pirouette. Est-ce que le boycott peut être une arme contre les abus du libéralisme? Alors ça, j'imagine que ça va nous ravir. Oui, parce que j'aime beaucoup cette histoire, parce que le boycott, c'est le nom d'un monsieur, qui est évidemment, et dans le contexte actuel que connaissent les amis du 15 de France, je ne vais pas me retenir mes coups, c'est que c'est dans l'anglais. C'est un salaud d'anglais, boycott. Qu'est-ce qu'il faisait? Il exploitait des fermiers en Irlande au 19e siècle, et il était tellement inhumain dans ses pratiques que, justement, les gens ont appelé à boycotter ce monsieur. Donc il a laissé son nom à cette pratique de boycott. Est-ce que ça marche alors, le boycott? Non, c'est très marrant, non, ça marche jamais. C'est ce que je voulais dire, c'est pas d'exemple frappant. Ah bah alors, non, mais on a plein d'exemples de trucs où on pensait que ça allait marcher. Donc Moi je me souviens des French fries, le boycott des French fries à l'époque. Non mais il y en a eu plein, ça ne marche jamais. Freedom fries. Donc là voilà, donc ça c'est pour les fantasmes effectivement de j'arrête d'acheter ça, etc. Bah, en fait ça marche jamais, parce qu'en fait les consommateurs se lassent très vite. Il y a des exemples récents, je ne sais pas si tu te rappelles, quelques années, Eric Cantona, qui avait dit on va tous retirer notre argent des banques. Ça avait énormément circulé, plein de gens avaient dit on va le faire, et ce qui est marrant, c'est que si on l'avait fait, effectivement, le système se serait effondré. Ça aurait été assez drôle à voir. Personne ne l'a fait. Autre exemple, après le naufrage de l'Erika. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Le pétrolier, on avait dit on va tous boycotter Total. C'était très facile à faire. Il y avait plein d'autres stations-service. Ça n'a pas marché non plus. Et mais, parce que là aussi, la rationalité individuelle ne rencontre pas la rationalité collective, en fait. J'appellerais ça plutôt la paresse. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des principes. C'est-à-dire qu'en fait, l'Erika, c'est dégueulasse. Mais bon, là, il y a le bon Total, je vais y aller. Puis je m'en fous un peu des petits oiseaux, etc. Ou alors, j'ai une autre interprétation que je développe beaucoup auprès de mes étudiants, c'est en fait d'intégrer dans le modèle le fait qu'on est tous quand même globalement assez cons. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, ça va beaucoup mieux. Alors, en tout cas, c'est ça. Voilà, vous avez les deux réponses de Gilles. C'est une invitation, donc là encore une fois, à laisser des commentaires et puis même interpeller Gilles. Je réponds. Qui dans le courrier du cœur, où on vous prend au mot, vous répondra dans une nouvelle rubrique. Une dernière info sur laquelle je suis tombé, je voulais juste avoir ton commentaire, parce que j'étais quand même avec moi. Cette info, là, Air France qui propose à ses clients de convertir leurs miles en bons d'achat SNCF. Ça t'inspire quoi? C'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. C'est marrant, c'est une sorte d'alliance objective entre le ferroviaire et l'aérien. L'aérien qui cherche à à s'acheter une bonne conscience, j'imagine. Oh là là, mais tu vois toujours les choses en noir. Je sais pas. Non, mais on a le droit. La rédemption, frère Benjamin. La rédemption vous appelle. Non, mais je trouve que c'est drôle, c'est marrant. Bon, les entreprises ont le droit de faire n'importe quoi. Puis ça permet justement, comme je sais que là tu pars en week-end, tu m'as dit où, c'est ça? À Bali, pour ton week-end à Bali avec ta petite famille, tu vas prendre l'avion. Bah, ça peut être une bonne conscience. Regarde chérie, on prend l'avion, on te montre aux enfants. Mais regardez, après on va prendre le train pour aller voir la famille pendant les vacances. Voilà, je laisse cette noirceur à Gilles. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon double quart d'heure. Ouais. Merci encore une fois à la Maison de l'Île-de-France qui nous accueille et encore une fois courez découvrir cette exposition photographique qui orne donc, les murs de cette pièce. Il y a vraiment des photos absolument magnifiques, notamment d'Équateur. Il y a des couleurs extraordinaires, toutes naturelles. Venez les voir. Il y en a qui sont assez sensationnelles, absolument. Ouais. Donc venez découvrir cette exposition photographiée à la Maison de l'Île-de-France de la Cité universitaire internationale de Paris. Donc encore merci à eux pour leur accueil et puis bien sûr à très bientôt pour un prochain numéro. Merci Gilles. Merci à vous Monsieur Dair.